Depuis le 11 septembre 2001, c'est une certitude, les avions de ligne peuvent être utilisés comme une arme pour une attaque terroriste. Du coup, partout en France, 900 militaires sont mobilisés pour faire face à toute menace aérienne. 24 heures sur 24, des avions de chasse peuvent décoller en 7 minutes pour intercepter tout appareil suspect. 10 000 engins volants survolent le territoire français chaque jour, c'est dire si la surveillance du ciel est importante. Pilotes de chasse, escadrilles d'hélicoptères, tireurs d'élite, vous verrez comment ces hommes se préparent à toute éventualité, notamment à l'occasion du 25e sommet Afrique-France à Nice. Et en cas de vraie menace, c'est à Matignon que revient la décision d'ordonner la destruction de l'appareil. Tous les jours, ils envisagent le pire, mais c'est pour notre bien. Les Anges gardiens du ciel, un film d'action signé Fred Isbach. L'objectif des terroristes était une opération suicide sur Paris. C'était le premier coup de semence. Les avions de transport pouvaient être utilisés comme armes de destruction massive. C'est ce qui a été fait le 11 septembre. Pour faire face aux menaces terroristes venues du ciel, la France déploie d'énormes moyens. Des avions de chasse et des hélicoptères peuvent détruire un avion suspect en quelques minutes seulement, n'importe où au-dessus du territoire. Tir à 2 km. Appareil détruit. Alors quel est le quotidien de ces pilotes et de ces tireurs d'élite? C'est la dernière sommation avant le tir de destruction. Vous assisterez aussi à une mission exceptionnelle au-dessus de la capitale, en pleine nuit. J'ai 2 instruments qui ne fonctionnent plus, donc je pense que je suis complètement perdu. Puis nous irons à Nice, dans les coulisses du dernier sommet Afrique-France. Vous verrez comment une bulle de sécurité est mise en place pour éviter toute attaque. La menace qui est le plus redoutée, évidemment, c'est la menace terroriste. On va rendre cet espace complètement imperméable et on va faire une bulle de protection imperméable au-dessus de Nice. Lyon, Montverdun. C'est au sommet de cette colline que se trouve la base aérienne 942. Cette antenne n'est que la partie visible du complexe militaire, car le cœur de la base est enfoui dans les profondeurs de la colline. Un lieu particulièrement sensible, puisque c'est d'ici que se fait le contrôle de tout appareil qui survole la France. Rarement une caméra de télévision y a été admise, et pour atteindre le centre de commandement, il faut se plier aux nombreuses mesures de sécurité et parcourir des kilomètres de couloirs souterrains. L'endroit est un bunker et peut résister à un bombardement nucléaire. Le lieutenant Alexandra nous fait pénétrer dans cet endroit classé secret défense. Ici, nous nous trouvons dans la section surveillance aérienne générale qui est chargée de faire remonter toutes les informations incombant à la sécurité des aéronefs. C'est le premier maillon de la chaîne de défense aérienne. C'est l'opérateur de surveillance aérienne qui va être chargé de signaler tout comportement anormal, tout comportement douteux sur les appareils qui survolent l'espace aérien national. Pour l'armée, un appareil douteux est un appareil qui ne respecte pas son plan de vol ou qui ne répond plus aux appels radio de la tour de contrôle. Raglan Whisky Rambert, confirmez votre playtime. Sur cet écran, tous les objets volants qui survolent la France, et il y en a plus de 10 000 par jour. Avions, hélicoptères ou même ULM et montgolfières sont symbolisés par un point.
Un quadrillage du ciel précis, obtenu grâce à plus de 90 radars répartis sur tout le pays. Alors que se passe-t-il quand un avion a un comportement suspect? Quelque part au-dessus de la Manche, un avion de tourisme attire l'attention des aiguilleurs du ciel. Est-ce que vous pouvez me donner votre indicatif international, votre provenance et destination? Après plusieurs tentatives, l'appareil ne répond pas et continue de se diriger vers Paris. Alors, simple panne de radio ou avion kamikaze? Immédiatement, les contrôleurs aériens de la région signalent son cas à la base aérienne du Mont-Verdun. Mais ici, on ne prend pas de décision. C'est de Paris que viennent les ordres. Paris de Lyon, vous pouvez prévenir la HADA que nous avons une perte de contact radio. Il s'agit d'un Falcon 2000 privé qui vient de Édimbourg pour Lyon. Oui. La HADA, Haute Autorité de la Défense Aérienne. Derrière cet acronyme se cache un haut gradé. C'est l'homme qui règne sur le ciel français. Très bien, je préviens le général Desclos tout de suite. Merci. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Ducaillé, bonjour. Mesdames, mon général. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une perte de contact radio. Il s'agit d'un Falcon 2000 privé. Avec 6 personnes à bord, il est immatriculé aux Bermudes. Il est en perte de contact radio depuis combien de temps à peu près? Les Anglais nous ont passé à 2 minutes, ça faisait 3 minutes qu'il était en perte de contact, ce qui fait donc 5 minutes. Bon, d'accord. Bon, en première mesure de précaution, je vous demande de scrambler un des avions d'alerte de Cambrai. Pour une première mesure de reconnaissance à distance. Bien, mon général. L'ACTI, on fait décoller le Mirage 2000 de Cambrai. C'est à Cambrai, la base la plus proche de l'avion suspect, que l'alerte est déclenchée. En permanence, des avions de chasse comme celui-ci sont prêts à être dans le ciel en 7 minutes. Reprenez contact avec le centre des opérations aériennes britanniques pour faire le point quand même sur savoir si y a eu un incident à l'embarquement, si Édimbourg nous confirme que tout s'est passé normalement, que ces éléments de vol étaient corrects depuis le décollage. Bien, mon général. La mission de ce pilote de Mirage 2000 est d'établir un contact visuel avec le Falcon. Mais en cas de danger, il serait capable de le détruire. Triplan de vol, vous faites une recherche sur l'avion qui est en perte de contact radio, voir si dans les 2 mois qui ont précédé, il est venu en France régulièrement. Vous pouvez prévenir le cabinet militaire du Premier ministre. On a un incident, une perte de contact radio sur un avion provenant de Grande-Bretagne. Incident mineur à ce stade, mais juste les prévenir. Merci. Le général Desclos avertit Matignon, car selon la Constitution, seul le Premier ministre peut donner l'ordre d'abattre un appareil civil. Raglan Whisky de Rambert, vous allez effectuer des mesures actives de sûreté aérienne sur un objectif en perte de contact radio. Bon, on fait contact. Bien pris, donc exécuter première mesure reconnaissance à distance, sécurité 1000 pieds, 1000 mètres, niveau 210. Dès que le Mirage aura rejoint le petit avion de tourisme, le général sera fixé sur la nature du danger. Mon général? Oui. Le chasseur arrive à l'interception à 1000 pieds, 1000 mètres. Il a reconnu un Falcon, stable cap 150, niveau 330. D'accord. Vous ordonnez les interrogations radio, hein? Parce que si c'est un problème matériel, peut-être que la proximité du chasseur permettra d'établir le contact. C'est une interrogation radio pour connaître la nature des problèmes. Si vous me recevez, battez des plans. De Mirage 2000 intercepteur. L'avion intercepté a battu des plans, apparemment ils me reçoivent. Et il ne semble pas souffrir d'autres problèmes si ce n'est ce problème de radio. Finalement, le Premier ministre n'aura pas besoin d'intervenir, car le Falcon ne semble plus représenter de menace. Bien, en général, l'avion a repris le contact. Nous avons donné la fréquence du centre de contrôle civil. D'accord, très bien. Ça conclut donc l'intervention. Le chasseur peut désengager dès à présent. Reçu, mon général. Dans l'ACTI, on fait rentrer l'avion à sa base. En situation d'urgence, c'est moi qui prends bien sûr la décision d'envoyer l'aéronef et de mettre l'aéronef en position soit d'interrogation, soit de renseignement, soit de tir. L'autorisation de tir, c'est toute une autre affaire. D'abord, il faudrait que l'aéronef soit très proche de commettre un acte délictueux
Ou alors en termes de légitime défense, si l'aéronef lui-même ouvrait le feu sur des populations ou sur même un autre aéronef, bien sûr le cas serait différent, on serait dans un cas de légitime défense. Mais bien sûr, sur un aéronef au comportement anormal, l'ouverture du feu éventuelle serait décidée par les autorités politiques les plus élevées, et notamment le Premier ministre qui est en charge de cette haute direction de la sûreté aérienne. Retour à la base, ce genre d'alerte fait partie de la routine des pilotes. En France, 1 jour sur 2, un avion militaire est envoyé dans le ciel pour contrôler un appareil suspect. Dans 90% des cas, il ne s'agit que d'une mission d'assistance, une panne de radio ou un avion perdu. Les pilotes ont rarement l'occasion d'utiliser leur armement sophistiqué. Cet avion-là dispose de missiles Magic 2. Ce sont des missiles d'autodéfense, courte portée. Donc voilà, ça c'est un missile qui se dirige finalement sur une source de chaleur et qui y va tout seul. Le gros du système d'armes, c'est ce missile-là qui est le missile Super 530. C'est un missile qui se dirige sur un avion qui est éclairé par notre radar. Donc, on a 2 canons de 30 mm qui nous permettent de faire également donc, du combat rapproché, et également de l'attaque air-sol, puisque cet avion a comme mission secondaire l'attaque au sol. Sur ces images extrêmement rares, fournies par l'armée de l'air, on voit un Mirage 2000 en mission d'entraînement de tir. À 12 000 mètres d'altitude, le chasseur doit atteindre une cible au sol. Il n'y a rien pour l'instant. 27 secondes de temps de vol. Le pilote n'a pas le droit à l'erreur, tout est calibré au centième de seconde près. C'est bien fait 25. Il faut qu'il y aille. 18 secondes. 15. Une fois le missile lancé, il est guidé par un système laser. Si jamais on me demande de délivrer de l'armement, je ne me poserai pas la question une fois en l'air. Je suis là, moi, pour terminer un petit peu la chaîne de défense aérienne, pour faire le dernier maillon. Donc, en effet, j'y ai pensé, mais avant. C'est-à-dire que ça ne me posera aucun état d'âme si jamais je dois ouvrir le feu sur un appareil. 6, la bouche, côté, 3, 2, 1, bingo, 0. OK. Christophe est pilote de chasse. Aujourd'hui, il est de permanence, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir décoller en quelques minutes, 24 heures sur 24. Pendant une semaine, il va donc vivre avec son équipe dans ce bâtiment collé au hangar où sont parqués les Mirages. On est complètement coupé du monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans cette enceinte le jeudi en arrivant, eh bien, on n'en ressort plus jusqu'au jeudi d'après. Et à part les gens qui sont chargés de nous amener à manger ou alors des pièces de remplacement ou alors des gens qui ont une fonction vraiment établie au sein de la permanence opérationnelle, personne ne rentre dans cette zone. Ouh, elle est belle celle-là. Et même la femme de Christophe, militaire elle aussi, et qui travaille sur la même base que lui, n'a pas le droit de lui rendre visite. Le plus dur à gérer, pour moi, c'est l'absence qui revient très fréquemment. On ne peut pas s'empêcher d'avoir une appréhension, c'est sûr, mais c'est pas... j'ai pas toujours peur chaque fois qu'il monte dans l'avion, parce que sinon je ne vivrai plus. J'essaye de ne pas y penser, en fait. J'essaye de faire abstraction et de me dire que ça ne peut pas arriver, même si malheureusement ça nous a touchés de près, parce qu'on a connu la perte d'un ami qui était cher à Christophe, qui nous était cher, donc on ne peut pas s'empêcher d'y penser, mais j'essaye d'en faire abstraction, parce que sinon on ne vit plus, quoi. Malgré ses contraintes personnelles, Christophe réalise un rêve d'enfant et sait qu'il exerce un métier exceptionnel. Servir sa patrie, c'est déjà une bien noble cause. Mais pour être pilote de chasse, il ne faut pas oublier qu'avant tout, on est militaire. C'est un aspect qui est vraiment primordial. On peut être amené à ouvrir le feu, on peut être amené à un sacrifice ultime. Je veux dire, nous, on est là pour obéir à les ordres. Donc ça demande une énorme réflexion. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour piloter un avion, se faire plaisir. Il y a également énormément de stress, énormément de remise en question. Il existe 5 autres bases opérationnelles, semblables à celle-ci, réparties sur tout le territoire. Chaque jour, ce sont des dizaines de pilotes de chasse qui sont en stand-by pour lutter contre la menace d'une attaque terroriste. Mais pour intervenir dans le ciel, il n'y a pas que les avions. L'armée de l'air dispose d'autres moyens. C'est pas mal. J'ai eu un petit break pour taper quelques balles. Et ça permet
d'aller souffler, d'aller respirer un peu à l'extérieur. On a la chance et l'opportunité d'avoir un golf sur la base. Rester zen, se vider la tête, le capitaine Sébastien en a besoin. De ses aptitudes mentales dépend la vie de millions de personnes. Car ce pilote d'hélicoptère de la base aérienne de Villacoublay est en charge d'une mission extrêmement sensible. Pour intervenir sur Paris, on n'est même pas à 3 minutes. Le capitaine Sébastien et ses équipiers doivent assurer la sécurité du ciel de Paris et de sa banlieue. Ils doivent intercepter ou détruire tout engin non autorisé. Nous sommes les anges gardiens de la capitale. Et voler au-dessus de jour, de nuit, c'est génial. On s'entraîne souvent parce que le jour où on demande d'abattre un aéronef qui va menacer la sécurité de la population, il ne faut pas se rater. Paris est la seule capitale au monde à être protégée par un escadron d'hélicoptères, une surveillance renforcée depuis les attentats du 11 septembre. Paris, c'est le cœur de la France, donc c'est pour ça qu'on met autant de moyens pour la défense de Paris. Si quelqu'un devait mener une action terroriste, ça pourrait être la Tour Eiffel, ça pourrait être la Défense, ça pourrait être la Tour Montparnasse, donc quelque chose de symbolique. Et nous, l'objectif, c'est qu'on empêche la personne qui aura des mauvaises intentions réussit son coup. Donc s'il veut s'écraser avec un petit avion sur l'Elysée, le but c'est qu'on l'empêche. Et nous, on fera tout ce qu'il faut pour ça, quoi. Et cela peut aller jusqu'à la destruction d'un appareil dangereux. Chaque pilote travaille en binôme avec un tireur d'élite. Parmi eux, le caporal-chef Richard. Après des tirs de sommation, sur ordre exclusif du Premier ministre, il peut ouvrir le feu. Mais ce cas de figure ne s'est encore jamais produit. En mission, ces tireurs d'élite se servent surtout de panneaux lumineux pour communiquer avec les pilotes des appareils perdus ou en panne de radio. Retour à la base de Villacoublay. Nous sommes dans la chambre de Richard, le tireur d'élite, et pendant la permanence, il ne dort pas avec son arme sous l'oreiller, mais c'est tout comme. Merci. Le pire scénario pour nous, ce serait d'abattre un appareil. Il y aura des dégâts, c'est sûr, il y aura des victimes, mais si la décision était prise, c'est qu'il y aura moins de victimes par rapport à notre action que si l'action de l'appareil qu'on aura intercepté. On ne sait pas ce qu'il peut faire, ce qu'il peut répandre, comme l'anthrax ou même aller se cracher contre un bâtiment ou sur un centre commercial, on ne sait pas. La base aérienne du Mont-Verdun vient de localiser sur ses radars un appareil suspect au-dessus de Paris. Les militaires ne savent pas encore ce qui les attend. En moins de 2 minutes, les hélicoptères décollent. Leur première priorité est d'établir un contact pour évaluer la menace que constitue cet appareil non identifié. On va rentrer en communication avec lui pour lui demander quelles sont ses intentions et surtout si c'est perdu, qu'est-ce qu'il fait dans la zone puisqu'il n'a rien à faire là. Finalement, il s'agit d'un hélicoptère. Mais que fait-il dans cette zone interdite? Et surtout, a-t-il des intentions malveillantes? Ah putain, mais il est de nous ou quoi? Grâce à son panneau lumineux, le tireur d'élite lui indique sur quelle fréquence radio il doit passer. Vous êtes intercepté par un hélicoptère de l'armée de l'air en mission de police du ciel. Est-ce que vous pouvez me donner votre indicatif international, votre provenance et destination? Oui, bonjour monsieur,
j'avoue que là je sais pas trop où je suis. Est-ce que vos instruments de navigation fonctionnent? Écoutez, j'ai deux instruments qui ne fonctionnent plus, donc je pense que je suis complètement perdu. Donc là ça va pas trop. Niveau pétrole je n'ai plus trop, donc j'aimerais vous m'aider s'il vous plaît, parce que là je sais plus trop où je suis. Est-ce que vous voyez la tour Eiffel qui va être au midi maintenant? Je vais vous aider pour aller vous poser sur le terrain d'ici les Moulineaux. Des missions réelles comme ça, on en a environ 5 ou 6 par mois. Donc souvent ils sont surpris parce qu'ils ne s'attendent pas à voir un hélicoptère à leur côté. Mais dès qu'ils voient le panneau, ils rentrent tout de suite en contact. Et dès qu'on arrive à nouer le lien radio, bah, tout de suite on essaie de les rassurer. Surtout quand on sent que c'est des gens qui sont perdus, qui ont un peu peur parce que la nuit tombe, parce que ils ont des problèmes techniques à bord de l'aéronef. La population parisienne peut dormir en paix grâce à nous. Quelques jours plus tard, base aérienne 112. Ces terrains isolés en région champenoise, à l'abri des regards indiscrets, servent pour l'entraînement au tir des avions de chasse, mais aussi des hélicoptères. Nous retrouvons notre pilote, Sébastien, et Richard, le tireur d'élite qui travaille avec lui. Il tire très bien. Comme tous les 2 mois, les militaires vont s'entraîner au tir. Un jour important car c'est souvent pour les tireurs d'élite la seule occasion de se servir de leurs armes dans des conditions réelles de vol. Actuellement, je suis en train de garnir mon chargeur, donc à 6 cartouches. Quoique non, je vais mettre à 3 cartouches vu qu'on fait un changement de chargeur en vol. Donc je donne 3 cartouches à mon chef d'équipe. Bon, et on rapprovisionnera pendant le vol. Mais le métier de tireur d'élite implique une remise en question permanente. Dans quelques minutes, Richard devra tirer sur ses croix en bois. Et s'il loupe trop de cibles, il ne pourra plus partir en mission. Alors avant l'épreuve, la tension est grande, mais chez les fusiliers commandos, on sait garder son sang-froid. Troisième passage, quatrième passage, Si le tireur a fait preuve de mauvais résultats ou alors un comportement qui pourrait mettre en danger la sécurité de l'équipage, dans ce cas-là, le tireur serait ajourné de qualification MASA. Ça veut dire qu'il ne pourrait pas monter de permanence. Donc il ne ferait pas de vol de surveillance parisienne. Allez, la première équipe perçoit, la deuxième équipe en attente. Tout le monde est équipé, vous vérifiez les harnais, le personnel, l'armement, le matériel. Et dès que vous êtes prêts, vous voyez avec les différents équipages. Richard va-t-il réussir son entraînement? La suite de sa carrière repose sur les 6 tirs qu'il va devoir effectuer. Mais le résultat ne dépend pas que de lui, car c'est un travail d'équipe. Pour nous aussi c'est pas mal parce que comme ça on s'habitue à voir les positions que veulent avoir les tireurs pour un tir sur un aéronef. On voit après l'angle qu'on doit leur donner pour leur faciliter le tir. Donc on est obligé de s'adapter dans le pilotage et puis dans la présentation pour que leur assurer un tir dans de bonnes conditions. Donc il y a un dialogue avec eux. Et comme le tireur ne peut pas porter de casque, c'est le chef d'équipe, placé derrière Richard, qui assure la communication avec les pilotes. Et même si le tireur est harnaché pour ne pas tomber dans le vide, son chef d'équipe est aussi là pour l'assurer et l'aider dans le maniement des armes. Ainsi, Richard n'a à se concentrer que sur sa cible. Demande d'autorisation de charger l'arme. Autorisé. Reçu. Arme chargée. Ok. Autorisé. Reçu. C'est parti. La première balle touche sa cible, c'est plutôt bien parti pour Richard. Mais il reste encore 5 tirs et l'exercice est particulièrement difficile. Le tireur d'élite doit prendre de nombreux paramètres en compte, comme le vent et la vitesse, qui peuvent dévier la balle. Pour l'aider, le pilote doit garder l'appareil le plus stable possible. Il faut savoir que la précision quand même est très bonne, parce que c'est pas évident de tirer d'un
plateau qui bouge comme l'hélico. Donc c'est une arme qui serait utilisée pour un tir de destruction sur un aéronef hostile. C'est parti. Une arme que Richard semble maîtriser parfaitement puisqu'il réussit ses 3 tirs suivants. Mais soudain, avant le dernier tir, alors qu'il pense avoir réussi sa séance, son arme s'enraye. Tir autorisé. Reçu. Autorisé. Incident de tir. Cela n'a l'air de rien, mais dans le ciel tout va très vite. Ces quelques secondes de perdu pourraient avoir de graves conséquences dans la réalité. Et c'est quand les problèmes surviennent que le rôle du chef d'équipe prend toute son importance. Tu me dis si c'est bon? Incident de tir résolu. Reçu. Coordination d'ouverture le feu. Autorisé. Reçu. C'est parti. Entraînement réussi pour l'équipe, tout le groupe pourra continuer à assurer la surveillance de Paris. Je pense que j'ai fait des bons résultats. Le résultat était bon, un peu sur la gauche, mais bon, c'était dedans. Franchement, c'était bien. Si on est là aujourd'hui, avec tout le temps passé à la phase d'entraînement, les moyens mis en œuvre pour aboutir à ça, c'est que vraiment il y a une menace. Donc on effectue notre travail et si un jour on doit venir on doit appuyer sur la détente sur un appareil ou sur autre chose, il faudra le faire et puis pas se poser de questions. Hein, ou alors faut pas faire ce métier parce que on est militaire avant tout. Hein. Militaire avant tout, mais pas seulement. Car derrière la rigueur de ce sous-officier se cache un vrai papa poule. Divorcé depuis quelques mois, il doit s'occuper de son fils Alexandre. Et même si Richard a du mal à quitter l'uniforme, c'est un autre visage que nous montre le caporal-chef. Un poutoudou. Oh oui, mon cœur. Badaboum. 1, 2, 3. Aujourd'hui, cette opération pédiatre, Alexandre a un petit problème digestif. Mais pas de quoi perturber la bonne humeur de l'enfant, visiblement très attiré par le micro de notre équipe de tournage. Alors, donc, vous venez pour quelque chose 19 mois oui. Et un petit problème de hoquet. Il a souvent le hoquet. D'accord. Pour un oui, pour un non. Il régurgite pas, il vomit pas. Et ça le fait pleurer ou... Non. Il y a juste le hoquet, ça dure 15-20 minutes, des fois une demi-heure. Oui. Ouais. À ce moment-là, il faudrait essayer de le faire boire. Vous avez peut-être essayé? Non, pas le matin. Enfin, après le réveil, en fait, c'est simple, il prend le biberon. Donc, Alors c'est vrai que j'ai pas fait la différence, j'ai pas fait attention s'il y avait encore le hoquet après le biberon. Richard consacre beaucoup de temps à son métier de tireur d'élite, mais il veut être un papa irréprochable et trouver une solution au moindre problème. Il sait à peu près déjà plus ou moins ce que je fais au niveau des hélicoptères, parce qu'il est déjà venu sur base. Enfin, il sait. À son âge, je sais pas si on a vraiment conscience de ce que font les gens, mais il me voit souvent au niveau des hélicoptères. Donc il n'y a pas peur de me voir habillé en vert, même en treillis de temps en temps. On y va ? 1, 2, 3, hop. Richard se donne à fond dans son métier, mais ce n'est pas une vocation qu'il souhaite transmettre à son fils. Je dirais exactement ce que je fais, les risques qu'il peut y avoir dans mon métier, quand il sera vraiment bien assez grand pour comprendre les risques. Si mon fils me demande un jour de faire le même travail que moi, j'espère quand même qu'il sera un peu plus ambitieux, quoi. C'est pas forcément un métier forcément bien payé. Et j'espère pour lui qu'il peut-être médecin, avocat, c'est lui qui choisira son avenir. Je l'aiderai à réussir au mieux dans ce qu'il décidera de faire, quoi. Retour à la base de Villacoublay, avec le capitaine Sébastien, notre pilote d'hélicoptère. La base est en alerte 24 heures sur 24 et les équipes doivent donc se relayer. T'as Bubu ? Hop, tu reprends l'Amazon ? Ouais. Tac, tiens. Donc là, en fait, on fait un échange de pilotes. Hein. Moi, j'aurai une vol, là, et puis c'est Bubu qui va reprendre l'alerte à partir de maintenant. Mais il n'y a pas que des hommes qui veillent à la sécurité du ciel de Paris.
Même si le métier de pilote d'hélicoptère reste encore très masculin, les femmes commencent à se faire une place. Je vous présente Gaëlle, le capitaine Gaëlle, qui est notre seule femme pilote dans l'unité. Je me sens en confiance avec des tirs d'élite dans la machine. Ce n'est pas trop dur d'être la seule femme dans l'escadron. Je fais exactement le même travail que n'importe quel pilote ici. On prend des alertes régulières la semaine et pendant les week-ends. Et il n'y a aucune différence, en tout cas pour moi, vis-à-vis des autres. La plupart sont courtois, oui. Pas moi, mais bon, c'est normal. Qui aime bien, châtie bien. Le pilotage d'un homme est plus souple que celui d'une femme. J'ai rien dit. Tu trouves? Regarde, moi je sors accès, tu ne sors pas accès. La moyenne d'âge ici est très jeune, environ 27 ans. Pour la moyenne 27-28 ans pour la moyenne d'âge des pilotes. Ce qui fait que ça donne beaucoup de dynamisme, de bonne humeur. Enfin, vous avez vu, tout le monde a le sourire. Sébastien fait déjà figure d'ancien. Alors quand il ne vole pas, il transmet son expérience aux plus jeunes pilotes. Il est instructeur de vol. Donc voici notre simulateur là, qui nous permet de nous entraîner à toutes les missions de l'unité. Donc notamment quand on ne peut pas voler, puisqu'on a des mauvaises météos, on profite du simu pour réaliser et nous entraîner à toutes les missions de l'unité. C'est une reproduction à l'identique de la cabine du Fennec. Donc ici on peut réaliser toutes les missions. Ok, tout est bon. Et regardez ce que donne une mission en simulateur. Pour tester son élève, le capitaine Sébastien va simuler une panne de moteur dès le décollage. Et là, crac. Pas de moteur. Alors comment va réagir le jeune pilote? Va-t-il parvenir à éviter le crash? Voilà, c'est bon. Je trouve qu'il a bien réagi et posé l'hélicoptère sans heurts. Cette fois, l'élève a réussi à éviter la catastrophe, ce qui n'est pas toujours le cas en simulateur. Pour les jeunes pilotes qui ne connaissent pas encore très bien la machine, ça leur permet d'acquérir des automatismes qui leur serviront ensuite en vol. Ça fait jeu vidéo, mais le visuel est tellement réaliste que parfois on s'y perd. Et au bout d'une heure d'entraînement, on n'est plus devant un écran d'ordinateur. On est vraiment dans un hélicoptère en mission réelle. Pour se maintenir au top, chaque pilote passe au moins une fois par semaine par le simulateur. Là, il va tester les pires scénarios car en plus des pannes, l'ordinateur peut aussi simuler des tempêtes. Le simulateur, ça permet de recréer tout un tas de conditions de météo, d'éclairement. Donc là, si vous regardez l'écran, là, instantanément, je vais enlever la couche nuageuse, toute une partie. Là, je la rajoute. Je peux modifier la visibilité. Donc, et tout de suite, on a une moins bonne visibilité. Et en fait, on a des possibilités infinies. Des centaines d'heures d'entraînement sont nécessaires pour faire de ces militaires les meilleurs pilotes. Aussi, l'armée de l'air fait régulièrement appel à cet escadron pour les missions les plus sensibles. La mission principale de l'unité, c'est la protection de Paris. Donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Maintenant, on peut être amené à protéger d'autres points plus particuliers, comme toujours sur Paris, le 14 juillet. Mais également à Nice. La semaine prochaine, par exemple, on se déplace à Nice donc pour aller protéger le sommet France-Afrique. Donc là, on descend avec des hélicoptères, des équipages et toute notre capacité pour protéger ce sommet un petit peu particulier. C'est ici, à Nice, que demain va se tenir le plus grand rassemblement de chefs d'État de la planète. 45 dirigeants de pays ont été invités par Nicolas Sarkozy pour le 25e sommet Afrique-France. Un sommet de 3 jours qui met tous les services de sécurité du pays sous haute tension. Imaginez les conséquences économiques et politiques au niveau mondial si d'un coup tous ces présidents réunis dans le même bâtiment venaient à disparaître, victimes d'un avion kamikaze qui viendrait s'écraser sur l'acropolis de Nice où se tient le sommet. Alors pour éviter tout risque, l'armée de l'air a reçu une mission. Elle doit protéger la ville. La menace qui est le plus redoutée, évidemment, c'est la menace terroriste. On va rendre cet espace complètement imperméable et on va faire une bulle de protection imperméable au-dessus de Nice. Et chaque cas de figure est prévu, car pas question non plus de tirer sur tout ce qui bouge.
face à une menace terroriste, nous embarquons des tireurs d'élite, nous avons des missiles prêts à partir, nous avons des chasseurs équipés également de missiles, des Mirage 2000. Donc face à un acte terroriste, on est en mesure de pouvoir détruire toute menace avérée. Face à une menace contestataire, on est capable de les dérouter et de leur empêcher de nuire au sommet. Et ensuite, face à un individu perdu, on est capable de lui faire de l'assistance en vol, de le remettre sur sa route et de lui faire éviter cette zone interdite. Le ciel de Nice est donc devenu une zone interdite et vous allez voir le système mis en place par l'armée. Pas une mouette ne doit pouvoir échapper à leur radar. Dans cet avion qui arrive de Paris, le commandant de la défense et des opérations aériennes, le général Desclaux, c'est lui qui est responsable de tout le dispositif. Oui, bonjour. Bienvenue à Nice. Tout va bien? Tout va bien pour le moment. On est en retard. Je suis venu inspecter le dispositif après quelques mois de préparation et avant que le sommet des chefs d'État ne débute vraiment. Mais bien sûr, il faut. C'est mon rôle de pouvoir vérifier sur place si tout est prêt. Et pour que tout soit prêt le jour J, l'armée a déployé les grands moyens. Direction Montgros, l'Observatoire astronomique de Nice. Perché sur la montagne à 400 mètres d'altitude, sa position élevée en fait un endroit stratégique. Le lieu habituellement paisible s'est transformé en camp militaire. Depuis une semaine, l'armée a investi les lieux. Faites une recherche visuelle dans le secteur de l'aéroport, bien pris. 41 reçu. Recherche visuelle à l'aéroport. Type d'aéronef. Aéronef de type hélicoptère. Hélico. Question de 41, hélicoptère. Ok, bien pris. Hélicoptère, je vous confirme, hélicoptère Ami. 41 reçu. Le travail de ces opérateurs est de surveiller, ils ont un secteur de surveillance, donc ils balayent évidemment l'horizon pour chercher à détecter des aéronefs qui auraient un comportement suspect. Alors cette position qui a été choisie permet de couvrir la zone qui va de Antibes, en couvrant l'aéroport. On domine même quelques vallées des Alpes, voire même un petit peu au-delà de l'Italie. On profite de la vue magnifique qu'on a sur la zone interdite et sur le palais où va se passer le sommet pour installer une position Mistral. Le Mistral, un nom bien poétique pour ce redoutable engin de guerre. Une arme ultra perfectionnée qui couple une caméra capable de voir à 20 km et un missile qui peut détruire une cible en mouvement jusqu'à 5 km de distance. Vous avez vu Top Gun ? Vous voyez quand Tom Cruise il accroche les avions là comme ça, tac, et puis que ça s'accroche, ça siffle et après le missile il part et en avant. Voilà. Donc ça c'est exactement le même type de missile. Mais abattre un appareil reste la solution ultime. Avant d'en arriver là, le principe est toujours le même. Intercepter l'engin volant et le forcer à se dérouter ou se poser en dehors de la zone de sécurité. Pour le sommet Afrique-France, l'armée dispose de Mirage 2000 pour intervenir sur des avions rapides et d'hélicoptères pour les appareils plus lents. Mais pour certains appareils comme un ULM ou un deltaplane, l'avion de chasse ou l'hélicoptère ne sont pas adaptés. C'est dans ce cas de figure qu'on fait appel aux Epsilon. Là, on va assurer une bulle de protection
du côté de Nice pour le sommet franco-africain. Donc c'est juste intercepter les avions qui pourraient soit être perdus, soit qui pourraient en vouloir aux autorités. Sur l'aéroport de Cannes, une douzaine d'Epsilon est en alerte 24 heures sur 24, prêt à décoller en seulement 6 minutes. L'Epsilon, c'est une particularité, c'est que c'est un petit peu le couteau suisse. C'est-à-dire que c'est pas un avion qui a des capacités de destruction, mais c'est un avion qui a le gros avantage d'avoir un domaine de vol qui recoupe à la fois la partie haute du domaine de vol de l'hélicoptère et à la fois la partie basse du domaine de vol du Mirage 2000 ou de l'avion de chasse habituel. Par exemple, à quelqu'un qui fait du parapente, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un Epsilon pour l'empêcher de voler Alors, nous en pratique sur le parapente, l'avantage de l'Epsilon, c'est bien sa vitesse par rapport à l'hélicoptère. Globalement, on va probablement y arriver avant l'hélicoptère. On va se montrer sans s'approcher de lui parce que le but, c'est pas de faire avoir des accidents aux gens. Le but, c'est de montrer notre présence, de montrer que l'État français est présent. On va tourner autour, on va renseigner, on va réactualiser la position du parapente, par exemple. Et puis c'est bien l'hélicoptère qui, lui, va venir ensuite se mettre à côté dans ce cas-là, puisque c'est un aéronef très long, un parapente, et lui expliquer que non, il doit atterrir immédiatement parce qu'il n'est pas autorisé à voler dans la zone. Mais le point d'orgue de cette bulle de sécurité se trouve discrètement installé sur les pistes de l'aéroport de Nice. C'est ici que nous retrouvons le général Desclos en grande tournée d'inspection des troupes. Là, on est dans un site idéal. Les sécurités sont maximum, puisque donc là, on a la chance d'avoir des aéronefs armés sur un aéroport civil, ce qui est une grande première, en tout cas pour la ville de Nice. Donc là, les UAT ont été armés ce matin. On a fait le convoyage missile cette nuit. Ça s'est bien passé. Mais avant d'aller voir les armes, le général tient à parler avec ses hommes, une façon de rester en contact avec une réalité, loin des hautes sphères de l'état-major de Paris. C'est important de venir voir les hommes sur le terrain? Bien sûr, c'est même essentiel, parce que le diable se cache des fois dans les détails, et donc c'est bien de pouvoir planifier et gérer depuis Paris, prendre contact avec la réalité du terrain, c'est essentiel. Et puis en plus, c'est toujours un moment privilégié de pouvoir dialoguer, rencontrer les gens. Mais la vraie raison de la présence du général, la voilà. 2 batteries de Crotale, capables de tirer 2 missiles solaires en quelques secondes d'intervalle. Tire. C'est un outil particulièrement performant pour détruire une éventuelle cible en cas de mesure ultime qui serait décidée par le Premier ministre. C'est un système qui peut être contrôlé jusqu'à la seconde ultime avant que le missile ne touche une cible. On peut même tirer le missile et le détruire en vol si on s'aperçoit au dernier moment que la cible ne vaut pas le coup ou la cible tout d'un coup devenait coopérante, etc. Et ça, vous ne l'obtenez qu'avec un système de cette nature. Missiles, hélicoptères, avions de chasse, radars, tous ces moyens font partie d'une même chaîne dont le cerveau se trouve en plein centre-ville. Car la sécurité du sommet est placée sous la responsabilité du préfet de Nice. Il a alors fait appel à l'armée de l'air et c'est le général Vourcq qui le conseille. Ici, on ne redoute rien, mais on s'attend à tout. Car tout ce système de défense n'est pas mis en place uniquement pour contrer une attaque terroriste. Je pense très sincèrement que nous avons mis tous les moyens nécessaires à la protection du sommet. La crainte, c'est le mouvement contestataire. C'est bon, à ce moment-là, on va pas tuer quelqu'un parce qu'il proteste. Hein. Mais voilà, la crainte, c'est qu'un parapente saute avec une banderole et dise n'importe quoi. Voilà. Mais il est parfois difficile d'évaluer les intentions et le degré de danger d'un appareil qui survole une zone interdite. Je pourrais vous parler d'un événement qui s'est passé lors d'un dispositif que nous avions mis en place pour la venue du pape en France. C'était Jean-Paul II. Et donc, il y avait une messe qui était organisée sur la base aérienne de Tours avec 400 000 personnes présentes à la messe. Et
Au moment de la messe, nous avons vu arriver, décoller d'un champ, un ballon à air chaud. Et ce ballon se dirigeait, allait survoler le rassemblement. Donc il a fallu qu'on intervienne et nous avons envoyé un hélicoptère et nous avons donné l'ordre à l'hélicoptère de faire en sorte que ce ballon ne survole pas. Et l'hélicoptère est monté très très au-dessus du ballon et avec son rotor, et il a créé un courant d'air descendant et qui a fait poser le ballon. Finalement, dans ce ballon dirigeable, pas de terroristes, juste des photographes qui voulaient faire des clichés de la cérémonie et qui ne savaient pas qu'ils survolaient une zone interdite. Il y a beaucoup d'anecdotes et heureusement, où il y a beaucoup plus de peur que de mal. Et c'est ce qui fait que, bien sûr, il est très important face à ce genre de situation de ne pas surréagir. Il faut garder la tête froide, après tout. L'erreur est humaine et il faut quand même pas imaginer le pire à chaque fois. Donc voilà, ça arrive, ça arrive. Mais tout ce dispositif est-il vraiment efficace? Existe-t-il des failles dans le maillage? Pour le savoir, l'armée elle-même teste ses défenses. Elle envoie dans le plus grand secret un hélicoptère jouer les intrus. Au sol, une minorité de personnes sont au courant de la mission, ils savent ce qu'on va faire. Maintenant, beaucoup de personnes ne sont pas au courant et donc ils doivent réagir suivant le canevas prévu. Donc on va simuler tout d'abord d'être un aéronef non identifié. On va pénétrer la zone interdite et à ce moment-là, l'autorité de défense aérienne va utiliser les moyens disponibles pour venir identifier cet aéronef suspect qu'on représente. 32, 49. Donc là, on est à peu près à 30 secondes de l'entrée de la zone interdite. Voilà. Je simule que je suis un pilote quelconque qui arrive par exemple d'Italie et qui veut aller à Nice. Voilà, et qui n'a pas connaissance de la zone interdite. Alors l'armée va-t-elle détecter notre présence? Et comment vont réagir les autorités face à cette menace potentielle? À l'heure actuelle, je ne sais pas. Il peut y avoir aussi bien un Mirage 2000, il peut y avoir un Epsilon, il peut y avoir un Fennec, et on peut très bien déjà... Le pilote s'interrompt. Il vient d'apercevoir le comité d'accueil de l'armée. Un hélicoptère Fennec avec à son bord un tireur d'élite. On a vu une réaction très rapide d'un premier Fennec qui les a interceptés en 2 minutes, qui a permis de faire une authentification. Il a déjà donné les informations au contrôle, donc il est capable de leur dire voilà, j'ai visuel d'un hélicoptère, il donne l'immatriculation, il peut donner le nombre de personnes à bord. Mais pour notre appareil, le vrai danger ne vient pas de cet hélicoptère, car les redoutables batteries Crotale, positionnées sur l'aéroport, ont déjà leurs missiles braqués sur nous. Là, on peut être sûr que le Crotale nous a au radar. Voilà, c'est-à-dire que le Crotale nous a, et si on représente une menace, on voit qu'il tourne, le Crotale. Il a la capacité de détruire. Dans ces conditions, nous suivons les consignes du tireur d'élite et quittons la zone interdite. Là, pour finir la mission, maintenant, on va se poser sur Cannes. Et je pense que la mission est largement satisfaisante. La bulle aérienne a bien fonctionné. Le lendemain matin, dans les airs comme au sol, tout est en place, le sommet peut donc commencer. Dans ce cortège, Nicolas Sarkozy. Pendant 3 jours, il va recevoir les chefs d'État étrangers sans qu'un nuage ne vienne assombrir le ciel de Nice. Retour à Paris, à l'état-major de l'armée de l'air. Aujourd'hui, avec les progrès technologiques, la mission de surveillance du ciel prend des allures de roman de science-fiction et d'espionnage. On ne surveille pas que l'espace aérien, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent aussi au-dessus de notre tête, mais beaucoup plus haut. Donc dans la tranche dans laquelle évoluent les satellites, notamment à partir de 200 km, entre 200 et 1000 km. L'espace grouille de satellites et l'armée doit savoir qui surveille la France et à quel moment. L'important, c'est pour nous de pouvoir voir qui nous survole, qui nous regarde, qui nous écoute en permanence.
Si la France veut, en matière notamment de sécurité nucléaire, ne veut pas montrer certaines choses, eh bien il y a des moments où il faut pas faire des choses. Donc l'objectif, c'est de dire à nos hautes autorités, de dire aux gens qui sont amenés à faire des manœuvres, s'ils ne veulent pas être observés, que de telle heure à telle heure, eh bien, il y aura un satellite au-dessus de la France en mesure de les observer ou de les écouter. Les anges gardiens du ciel sont le bras armé, le dernier maillon d'une vaste chaîne. Car si un jour un pilote doit détruire un avion kamikaze en plein vol, ce serait suite à la défaillance des services de renseignement et des mesures de contrôle dans les aéroports, comme ce fut le cas dans les attentats du 11 septembre. La semaine prochaine, le doc du dimanche se plonge dans la galère des étudiants à la recherche d'un logement à la rentrée. Il y a en France plus de 2 millions d'étudiants pour 154 000 chambres en cité universitaire. Le compte n'y est pas et la débrouillardise est de mise. C'est ce que vous verrez dimanche prochain. Très bonne semaine sur France 5.